Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus pour la première table ronde organisée dans le cadre de l'exposition autour des JAPL. J'aurai l'occasion à la fin de cette table ronde de vous parler du programme culturel un peu plus, qui va suivre après cette soirée. Et je vais passer la parole à Lucille Garnier, donc, qui fait partie de l'équipe de commissariat de cette nouvelle édition des JAPL, aux côtés de Marie Tesson et Jean Favreau, qui animeront, eux, la seconde table ronde en novembre. Et on invite ce soir 3 agences qui ont été sélectionnées dans cette 5e édition du palmarès, Socle, Figura et Loom Architecture. Merci Lucille. Alors, je vais garder le micro comme ça aussi près de moi. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde qu'on a intitulée donc, Mettre l'enquête au service du projet. Retour de pratique de 3 jeunes agences. Avant de présenter les invités qui sont avec moi autour de la table, je voulais revenir rapidement sur le sujet même de la discussion qui est centrée donc, sur la notion d'enquête et de ses usages dans le projet. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier de se mettre en enquête et de mettre l'enquête au service du projet? Alors, il y a certains auteurs qui parlent d'enquête de conception ou d'enquête de métier, comme le chercheur Donald Chon, qui l'a fait au début du XXe siècle pour parler d'un processus qui serait non formel de prise de connaissance du réel, qui équivaudrait un peu à une conversation avec les situations. Et quand on parle d'enquête aussi dans le domaine des sciences sociales, on peut penser au philosophe John Dewey qui la théorise en 1927 et pour qui la notion d'enquête est au cœur en fait, de toute relation entre l'humain et son environnement et qui est présente en fait, dès l'organisation des observations qu'on fait des faits qu'on va retenir pour résoudre une situation, c'est-à-dire que l'enquête elle est un peu la détermination d'un problème et simultanément de ses solutions possibles. John Dewey il préfère le terme d'enquête à celui de recherche puisque pour insister sur l'idée que la recherche expérimentale et académique, en fait, elle fait partie de l'enquête, c'est une modalité de l'enquête. Et la recherche académique, il la pense plutôt comme l'idée d'aider à la création de méthodes afin que l'expérimentation puisse se poursuivre de manière un peu moins aveugle, un peu moins à la merci des accidents, de manière plus intelligente et de sorte que les hommes et les femmes puissent apprendre à partir de leurs erreurs et tirer profit de leur succès. Bon, l'enquête, ça vise à prélever des indices pour appréhender et agir sur le monde. Dans ce qui nous concerne, agir plutôt sur les territoires et à répondre à une série de problèmes. Donc en architecture, en urbanisme et en paysage, il y en a pas mal qui s'offrent aux praticiens et aux praticiennes. Et donc ces dernières peuvent en faire un instrument central de leur pratique pour agir, influer, transformer les territoires habités. C'est un peu ce qu'on a voulu interroger dans cette table ronde, puisqu'on s'est rendu compte lors du processus de commissariat, avec les commissaires, les co-commissaires et dans le processus des JAPL, que la question de l'enquête, elle revenait notamment, en tout cas on voulait aller creuser des termes qu'on a souvent entendus dans les discours des lauréats et des lauréates, qui sont notamment les termes d'attention au déjà là, au lieu et au milieu, ou au terme de prendre soin de l'existant. Et donc cette table ronde, ce serait un peu l'idée d'aller un peu creuser plus loin et en pratique ce que ça veut dire. Cette activité, elle met en œuvre un ensemble de pratiques et d'outils d'investigation, donc de recherche, de connaissances empiriques, d'aller-retour avec de l'expérimentation, de réorientation, qui peuvent caractériser bien sûr les compétences du métier d'architecte et de praticien concepteur. Donc on a vu aussi à quel point les agences revendiquaient des démarches qui peuvent s'y apparenter, comme celle d'inventaire de gisements de matériaux, de techniques traditionnelles de mise en œuvre qui sont propres à un territoire, comme pour l'agence Loom, de démarches plutôt participatives ou en immersion dans le quotidien d'habitants de petites villes rurales par des résidences, comme c'est le cas de Socle, ou des enquêtes formelles ou thématiques sur des sujets spécifiques, comme en témoigne la démarche de Figura. On a repéré également avec les co-commissaires des JAPL que les démarches d'enquête portées par les jeunes agences lauréates participent à ce qu'on pourrait appeler aussi une forme peut-être d'éco-réhabilitation du rôle de l'architecte, puisque ça implique de se mettre en enquête une certaine posture d'écoute, d'ouverture à la pluralité des points de vue et d'acceptation aussi d'une certaine vulnérabilité, dans le sens où on fait face à des situations relativement complexes. Voilà, l'enquête, elle peut apparaître également comme une somme de démarches qui peuvent être
dans le cours d'un projet, mais aussi prolongé, projet après projet, dans la pratique d'une agence au long cours. Et donc ça se traduit aussi parfois par une forme de montée en expertise des agences qui peuvent compiler, consigner des expériences au fil de leur trajectoire, et aussi en coopérant avec des réseaux et des collectifs d'acteurs professionnels, associatifs ou autres. Dans cette édition des JAPL, il y a eu cette volonté de faire des ponts entre la recherche et les professions. Donc, ça a été par le fait d'impliquer des commissaires jeunes chercheurs du laboratoire, mais aussi d'impliquer des chercheurs d'une ANR qui s'appelle Promet Urba. Et cette table ronde, elle visait aussi à poursuivre, à continuer ces liens entre recherche et profession. Et donc là, je voulais rappeler notamment le fait que l'enquête, elle permet de faire entrer en résonance les recherches académiques et les pratiques des lauréats. Je voulais revenir sur le fait que Pauline Ouvrard l'avait mentionné dans son texte qui est présent dans le catalogue, où elle résume bien que les frontières entre pratique et recherche deviennent de plus en plus poreuses, notamment parce que des architectes urbanistes et paysagistes intègrent des méthodes de recherche pour enrichir leurs pratiques, mais aussi que de l'autre côté, les chercheurs et les chercheuses collaborent de plus en plus avec des acteurs de terrain en s'appuyant sur des dispositifs expérimentaux pour produire des savoirs utiles aux projets ancrés dans les réalités concrètes. Voilà, c'est précisément ce dialogue-là qu'on voulait poursuivre ce soir pour donner chair à tout ça. Et voir concrètement comment ça se traduit. Je vais présenter maintenant nos invités. Je fais un exercice un peu contorsionniste. Et donc, je vais présenter tout d'abord Adrien Horry, qui forme avec Noémie Corbel et Estelle Sauvêtre l'atelier Socle, un atelier d'architecture, d'urbanisme et de réflexion fondé en 2021, qui travaille à la valorisation de l'existant et des savoir-faire locaux en défendant une pratique transversale entre urbanisme, architecture et pédagogie. Vous vous attelez presque exclusivement à de la réhabilitation de ce que vous appelez le patrimoine ordinaire, mais vous travaillez aussi des plans guides, des études préopérationnelles et de la maîtrise d'œuvres biosourcées publiques et privées. Vous avancez avec notamment des résidences et des programmes de recherche-action qui sont autant de formes d'enquête en immersion, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Ensuite, Chloé Massot sera avec nous. Elle forme avec Héloïse Coipel et Nathalie Debray l'agence Loom Architecture. L'architecture qu'elle développe, ça se caractérise notamment par des projets que le jury a pointés comme surprenants, inventifs et fédérateurs, et profondément ancrés dans leur contexte. En effet, les projets que vous développez naissent toujours d'une cueillette de matériaux et de savoir-faire glanés aux alentours des sites d'intervention. La conception part de cette enquête et de cette expertise que vous développez autour des gisements de matière et des méthodes de mise en œuvre. Et enfin, à côté de moi, on accueille également Judith Buisson, qui est l'une des deux associées de l'agence nantaise Figura, avec François Catoni, qui mêle le design de process à l'architecture et qui développe depuis 2019 une architecture contextuelle dépouillée et précise. L'agence Figura mène en particulier deux sujets de fond que sont l'habitat et le logement, et aussi la question de la ville productive et des zones d'activité. L'agence parvient à articuler ces deux axes comme autant de terrains d'expérimentation que vous explorez à travers des projets construits, des concours et des études préopérationnelles. Alors là, j'ai complètement oublié de faire passer les diapos qui permettaient d'illustrer la présentation des agences. Hop, voilà. Et je voulais, pour commencer cette discussion, vous amener aussi à vous présenter vous-même par vos mots en vous demandant de présenter un projet qui serait le plus représentatif d'une démarche d'enquête que vous déployez à l'agence. Et donc, on va commencer peut-être par Chloé Massot pour ça. Donc, en effet, on a choisi de vous présenter un projet qui est assez révélateur de notre pratique au quotidien. Donc c'est la réhabilitation d'une ancienne épicerie, donc un bâtiment en cœur de bourg de la commune de Sucy-sur-Aire, qui a été transformé en tiers-lieu. Là, le travail de recherche est principalement orienté sur la partie historique au début. On le voit à gauche, on a fait des recherches sur des cartes postales existantes. On a échangé avec des habitants de la commune pour comprendre le bâtiment, sa place dans la commune, et aussi voir à quoi il ressemblait avant, parce qu'on a pu voir en le visitant qu'il avait été modifié. Et donc l'idée, c'était vraiment de retrouver son écriture originelle
et de pouvoir aussi redonner un peu un lieu vivant qu'était l'épicerie à l'époque, via un lieu qui serait ouvert au public. On a aussi voulu retrouver la structure originelle du projet en le dépouillant de toutes les couches successives qui avaient pu être posées au fil des années. Et ce qu'on aime mettre en place aussi dans les projets, c'est un travail de co-conception, donc que ce soit entre nous, entre architectes paysagistes, mais aussi avec les entreprises sur le chantier. Donc là, on voit par exemple à gauche le serrurier qui a fabriqué l'escalier en métal, donc on a co-conçu avec lui. Et aussi l'équipe des terreux qui ont fait un gros travail avec la terre crue, avec qui on a pu vraiment réfléchir aux solutions techniques les plus adéquates au projet. Et c'est eux notamment qui ont amené certaines solutions techniques comme les panneaux de paille qu'on a pu mettre pour isoler la toiture. Donc voilà, c'est tout ce travail de recherche et de co-conception qu'on met en place. Donc c'est bien une question de recherche sur les modes constructifs pour savoir comment fonctionnent les bâtiments sur lesquels vous intervenez. C'est pas facile avec un micro comme ça. Peut-être je vais passer la parole à Adrien Henry pour quel serait votre projet un peu fondateur ou représentatif de la démarche de Socle. Peut-être c'est à une autre échelle. Peut-être oui, à une autre échelle, et puis un sujet qui ne représente pas la totalité de ce qu'on peut faire à l'agence, mais peut-être un premier sujet pour parler de cette question d'enquête. Donc là, c'est un projet qui s'appelle PAF, donc Programmation active dans le Finistère. C'est une démarche qui est menée par le CAUE, la commune de Combrit, ainsi que nous, architectes, donc invités à être en résidence pendant 3 fois 2 semaines sur site. 3 fois 2 semaines pendant lesquelles on va travailler sur, entre autres, et en particulier, un bâtiment existant, l'ancienne école Saint-Joseph, qui est donc dans le centre-bourg, et qui n'a plus d'usage depuis plusieurs années. Et donc il s'agit ici de réfléchir collectivement au devenir de cette école, et puis aussi plus largement du centre-bourg et de plusieurs bâtiments qui le composent autour de ce qui pourrait devenir une place demain. Et donc ça a été assez formateur pour nous parce que c'était l'opportunité de mettre en place toute une méthodologie donc, pour aller à la rencontre du territoire. Donc en arpentant les lieux, peut-être on peut rester sur la diapo encore d'avant. En arpentant les lieux, en allant à la rencontre du site, des bâtiments. Donc là, il faut diagnostiquer un peu tout ce qui est sur place. On a aussi mis en place pas mal de... Donc là, ce qu'on voit à gauche, c'est une mosaïque d'événements qu'on a pu créer, de rencontres avec les habitants. Donc on trouve autant d'excuses que possible pour discuter d'architecture et d'urbanisme. Et puis, on se met aussi en posture de faire venir des gens. Donc, soit on va vers eux, soit c'est eux qui viennent à nous, en étant en résidence donc dans le bâtiment qu'on voit en haut à droite, qui est la maison Lieberman, qui était mis à notre disposition et dans lequel on avait nos locaux quand on était sur place. Et on exposait au fur et à mesure les différentes choses qu'on glanait au quotidien. Et puis, enfin, on organisait des ateliers plus ciblés. Donc ça, c'est une méthodologie qu'on retrouve après dans notre pratique encore aujourd'hui, avec des acteurs, les associations locales, des élus, mais aussi futures parties prenantes du potentiel projet. Et à la fin de tout ça, du coup, l'objectif, c'est d'arriver à un programme. Donc là, pour le coup, ça a émergé sur la réhabilitation de cette école en salle plutôt mise en commun entre une médiathèque et les habitants et les associations. Et donc on a voulu le tester autour du jardin de cette école Saint-Joseph le temps d'un week-end, donc en organisant un week-end festif. Donc on a installé un stand avec la médiathèque, avec une vente de livres pour symboliser l'usage d'une médiathèque, mais aussi un marché le temps d'un week-end pour figurer une place. Et on en a aussi profité pour organiser une sorte de course à roulettes, donc tout type d'éléments à roulettes dans le centre-bourg pour symboliser ce qui pourrait devenir les futurs espaces piétons. Voilà, donc c'est tout ça pour dire que l'enquête, comme tu le définissais tout à l'heure, c'est un moment dans lequel on récolte, on cherche, mais on essaye aussi de se mettre en action et de tester des solutions. Ok, merci. Alors parfois, comme pour Figura, les enquêtes elles peuvent se faire plus à distance. J'imagine
que, en tout cas là, le concours qui a été fondateur et dont tu voulais parler, était plutôt Los oui. Angeles. Ouais, du coup, on est plutôt sur une enquête, on va dire, méthodologique, peut-être. Donc, comme l'a dit Lucille, nous, on travaille principalement sur 2 thèmes qui sont le logement et la ville productive. On va travailler sur ces thèmes en faisant de la recherche par le projet, donc c'est-à-dire qu'on va alimenter la recherche en travaillant sur des projets. Et de temps en temps, on va répondre à des concours à idées pour être plus libre dans la réponse et aller plus loin dans l'expérimentation formelle et des dispositifs. Et donc là, on a choisi de vous présenter la réponse à un concours de logement qui a été organisé en 2021 par la mairie de Los Angeles. Donc Los Angeles connaît une crise du logement. C'est une ville qui est principalement composée de logements individuels. Et du coup, on a décidé en sortie de Covid de répondre à cet appel à idées, qui est un appel à idées international. Et donc, on a engagé une première phase d'études. Donc, on n'est pas allé à Los Angeles, évidemment, mais on a lancé une première phase d'études à l'échelle urbaine où on a fait une collecte de situations urbaines, de formes urbaines à propos du logement. Donc, on allait cueillir comme ça en scrollant sur Google Maps. Donc, on peut voir, par exemple, au milieu, juste si tu peux rester sur la... Excuse-moi. Au milieu, un îlot de barrettes de logement intermédiaire. L'îlot, il fait 500 mètres de longueur. Ensuite, en haut à droite, on est sur les collines de Los Angeles. Donc là, on est plutôt sur des villas qui elles, vont faire environ 100 mètres de longueur. Et en bas à gauche, là, on est sur du logement individuel qui va saturer complètement l'espace de la parcelle. Donc c'est un peu pour montrer la diversité des formes du logement à Los Angeles. Excuse-moi. Ensuite, on a engagé une deuxième phase d'étude qui était la constitution d'un glossaire des artefacts. Donc on a cherché, on a étudié des logements traditionnels en fait, de Los Angeles qu'on a décomposés pour les comprendre en termes de dispositifs architecturaux, d'éléments, de matériaux, etc. Et on s'est également appuyé sur un ouvrage qui est Los Angeles Standards, qui est une collection en fait, de faits urbains à Los Angeles qui ont permis d'alimenter cette recherche. Et ensuite, on est passé à une recherche par le design. On s'est posé quelques règles qui étaient que chaque maison devait avoir un espace de stationnement à l'intérieur et un espace extérieur. Ouais, s'il te plaît. Et donc, on a travaillé en parallèle, en maquette et en dessin, et on a conçu donc 4 maisons qui réinterrogeaient des artefacts. Donc là, on a par exemple la Patio House, qui est une maison qui, elle, interroge justement le fait de saturer complètement l'espace de sa parcelle. Et on la divisait en moitié avec un espace bâti, un espace ouvert. La Porch House, qui, elle, réinterrogeait cette notion de porche, de seuil entre l'espace public et l'espace privé. Et le porche devenait un espace extension de l'habitation. La Skirt House, qui elle réinterrogeait cette notion de jupe en fait que les maisons de Los Angeles ont pour cacher le système de fondation aérien, notamment les maisons inscrites dans une pente. Et donc là, on avait tout un niveau en rez-de-chaussée ouvert et extérieur, et l'espace habitable était réellement en R+1. Et puis la Roof Garden House, qui elle était une typologie vraiment compacte avec un jardin sur le toit. Et donc ce travail-là, qui nous a permis d'aller assez loin dans le design du logement individuel, nous permet de réinsuffler des notions ensuite dans le travail qu'on a au quotidien sur des projets plus opérationnels. Super, merci beaucoup. On voit que le panel a été bien choisi parce qu'on a des démarches d'enquête qui sont relativement diversifiées. Alors, questions matérielles, questions plutôt programmatiques et à échelle urbaine, et puis des démarches plutôt théoriques, en tout cas de recherche formelle, méthodologique. Alors peut-être que là, ça va être une question qui va être plutôt adressée aux étudiants et aux étudiantes qui peut-être se posent la question de savoir comment on en vient à monter une structure, en tout cas de vous poser la question des trajectoires et de vous demander si vous pourriez nous expliquer comment vous êtes venu au choix d'un sujet privilégié à développer et quelle a été votre trajectoire pour en arriver là. Peut-être Judith, tu pourrais revenir sur la manière dont vous avez construit ces choix avec François Catoni pour parvenir à... Ouais. Du coup, François et moi, donc on est 2 associés à la genèse de l'agence. On vient d'horizons assez différents. Donc moi, je suis architecte à HMONP et François, il est designer.
Donc c'est vrai que moi, j'ai pas mal travaillé à l'échelle urbaine précédemment, donc j'ai tendance à rentrer dans le projet par une échelle plutôt macro, alors que François va rentrer par l'échelle de l'usage, de la main, de l'homme. Et donc on travaillait sur des commandes qui étaient différentes de celles qu'on a aujourd'hui à l'agence. Quand on a créé l'agence, donc il y a 6 ans, on a commencé avec une commande plutôt de logement individuel. Donc il a fallu mettre en place une sorte de méthode pour déjà apprendre à travailler ensemble. Et aussi inscrire chaque projet. On ne voulait pas de projet qui soit autonome et un peu sans cohérence du tout. Donc on a plutôt travaillé à la création d'un grand projet, qui est un projet d'agence dans lequel chaque petit projet venait mettre une pierre l'une après l'autre. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé en fait cette démarche de recherche par le projet, où on orientait chaque projet pour qu'il puisse répondre à une recherche plus globale qu'on alimentait au fur et à mesure. Et donc les thématiques, on a commencé à travailler sur ces thématiques un peu de manière opportuniste, c'est-à-dire que c'est les premiers projets qui sont arrivés à l'agence, donc du logement individuel et des ateliers pour des artisans. Et c'est pour inscrire ces sujets-là dans un cadre intellectuel plus large et leur donner du sens qu'on a commencé ce travail de recherche. Donc voilà. Et après, ce travail de recherche, il alimente un peu 3 mantras qu'on a à l'agence. Donc l'architecture comme agilité. Donc comment l'architecte il peut être stratège et intervenir en amont de sa commande pour la façonner, pour la créer. Comment le projet architectural est un projet intellectuel et pas seulement la réponse à des enjeux économiques, techniques, réglementaires, mais comment ça peut être une colonne vertébrale, être un récit, être porteur de sens. Et puis la maîtrise de l'art de construire, donc avec la mise en détail et des tests, des expérimentations sur des matérialités et des façons de faire. Voilà un peu pour... Tu l'as rappelé, des fois ça peut être assez opportuniste de commencer à Ouais. travailler sur un sujet et l'association entre certains membres, elle peut se faire aussi au gré d'opportunités, notamment à l'école d'architecture de Nantes. Et je pose la question à Adrien, peut-être sur comment ça a été le cas pour vous, peut-être par des trajectoires un peu, des enseignements un peu fondateurs aussi à l'école d'archi. Oui, parce qu'avec Noémie et Estelle, on s'est rencontrés donc à l'école d'architecture de Nantes. On a passé notre PFE dans le même studio avec Maël Tessier donc en 2017. Donc ça a déjà pas mal d'échanges ont été initiés, on va dire, au cours de cette année-là. Ensuite, on a commencé à travailler chacun de nos côtés dans plusieurs agences, donc LOS, MIMA, Boris Boucher, 56S, TICA. Et on travaillait tous les 3 sur des sujets un peu différents et variés. Et on aimait échanger aussi sur la réalité du coup quand on commence à travailler, on se rend compte de ce que sont les commandes et à quel point c'est plus ou moins différent de l'école. Et en parallèle, on avait quand même envie de continuer, un peu comme tu as pu le dire tout à l'heure, mais en faisant des concours d'idées, continuer à se poser des questions sur des sujets qui nous intéressent. Et donc on a répondu au concours d'idées Europlan 14. On a eu la chance de pouvoir faire partie des lauréats. Et donc ça a été un peu une excuse, les suites de ce concours, pour continuer à réfléchir ensemble, continuer à expérimenter aussi en dehors de nos pratiques de salariés. Et à travers de tous ces échanges, en fait, on a aussi continué à se voir régulièrement, donc une fois par semaine à peu près, juste en mangeant ensemble et en discutant de à quel point, on se posait des questions sur nos pratiques et qu'est-ce qu'on aimerait changer demain, idéalement, si on voulait continuer à travailler en architecture. Et donc, de fait, on a, sans trop le vouloir, je pense, commencé à construire notre posture. Qui était de manière idéale, on voulait travailler à la valorisation des existants donc multiples, c'est-à-dire à la fois humains, paysagers, c'est tout ce qui compose notre environnement. Et surtout, ce sur quoi on voulait continuer de travailler, c'était de pouvoir intervenir un peu à toutes les échelles, comme on le fait lors d'un concours. En fait, on se questionne à l'échelle macro. Après, comme tu le disais, après on revient sur des choses plus précises, des matérialités. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on travaille un peu sur tout ce panel de la construction. Donc on va de l'accompagnement des maîtrises d'ouvrage en passant par des études préalables, mais on fait aussi de la maîtrise d'œuvre architecturale, donc on fait jusqu'au suivi de chantier.
Voilà, nous, ça nous intéresse en tout cas d'être présents à toutes ces phases parce qu'on trouve qu'elles se complètent entre elles et qu'on arrive voilà, à être plus pertinent quand on est sur des projets de maîtrise d'œuvre, quand on sait dans quel contexte on s'implante et inversement à mieux réussir à phaser des projets en amont quand on sait de quoi il en découle pour arriver jusqu'à livraison d'un chantier. Et Chloé, la question de la valorisation de l'existant, peut-être à la manière de SOC, c'est aussi ce qui vous a rapproché toutes les trois avec donc Héloïse Coipel et Nathalie Debré. Oui, ça fait partie des valeurs qui nous sont communes parce que nous, on a une construction d'agence qui est un peu différente avec Héloïse et Nathalie. L'agence Loom, elle existe depuis 10 ans et Héloïse et moi, on a toutes les deux intégré l'agence d'abord en salarié puis en associé. Donc, ce qui nous unit, c'est vraiment ces valeurs qu'on porte ensemble, notamment le respect du patrimoine et du patrimoine ordinaire, comme tu en parlais tout à l'heure, qui nous tient à cœur. Les projets avec un faible impact sur l'environnement. Et puis aussi la question de prendre soin, tu disais en introduction, nous savons que c'est quelque chose qui nous importe, la question de la bienveillance en général, que ce soit prendre soin des futurs occupants, des artisans aussi qui vont construire le projet, et puis prendre soin aussi de nous, des interlocuteurs qu'on a au quotidien pour qu'on puisse... Il faut appuyer sur PC. On va y arriver. Donc voilà, la question de prendre soin, que ce soit du bâtiment ou de l'humain en général, c'est quelque chose d'important. Et je pense que ce qui fait la production qu'on a aujourd'hui, c'est aussi qu'on a des horizons différents, des trajectoires différentes et des sensibilités assez complémentaires qui nous permettent de concevoir comme on le fait aujourd'hui. Ok, alors je vais passer à une nouvelle question, peut-être pour rentrer un peu plus concrètement dans la manière dont vous y prenez sur chaque projet, puisque la question de l'enquête, elle peut effectivement prendre on l'a rappelé, vous l'avez rappelé également, peut prendre des pans différents, qu'il s'agisse d'expérimentation formelle, d'investigation, de mise en réflexion, de diagnostic, d'analyse, de récolte de données. Adrien, peut-être que tu peux nous montrer comment vous faites chez Socle. Alors peut-être pour introduire la question de la mise en enquête, elle a lieu déjà dès qu'on décide de candidater à un projet, ou de répondre à un projet. Parce qu'au final, comme on l'a vu avant, on travaille un peu à toutes les phases de conception de projet. Donc on essaye de voir si tous les feux sont un peu ouverts pour qu'on puisse ouvrir un peu plus des cadres qui sont parfois un peu fermés dans la commande. Et donc ce projet de Maxence, c'est un bon exemple. Parce que ce qui nous est demandé, c'est de réfléchir à la fois à la programmation du bâtiment, aux faisabilités architecturales assez poussées, puisque là on était esquisse voire APS avec un chiffrage assez précis de ce qui pourrait se faire comme projet, mais aussi de réfléchir à la gouvernance du lieu. Et la gouvernance, c'est-à-dire comment ça va fonctionner demain. Est-ce que c'est géré par les citoyens? Est-ce que c'est géré par la commune? Voilà, donc il y a plein de petites questions qui se posent par rapport à ça, mais qui vont encore une fois chercher au-delà de nos compétences pures d'architecte, on va dire, au début. Donc sur le projet de Maxent, on a donc, comme on avait pu le faire lors de PAF aussi, expérimenté plusieurs formats. Donc là, on a fait visiter le bâtiment, on a organisé des visites guidées. L'idée, là, c'est de nous présenter ce que l'on voit dans un bâti, les qualités architecturales, mais aussi de récolter des anecdotes et des envies d'habitants sur site. Ça, on le fait aussi à travers de repas partagés avec différentes personnes qui souhaitent venir ou de manière plus ciblée avec des associations ou des parties prenantes du projet. Et puis aussi, on s'incruste un peu à des événements existants pour avoir un public plus large. Donc là, notamment à Maxent, il y a les mardis Maxent Fête. Si vous ne connaissez pas, c'est assez incroyable par rapport à la taille de la commune. Ça invite pas mal de personnes.
Voilà, donc tout ça pour se mettre, nous, dans une posture d'apprenant, mais aussi d'apprentissage. Donc à la fois, on apprend aux personnes des choses de notre regard d'architecte, et en même temps, on récolte et on apprend des vrais experts des lieux, c'est-à-dire les gens qui habitent au quotidien. Donc voilà, ça c'est une démarche qu'on aime à faire, et à la fin, on aime bien mettre tout le monde sur un même niveau de discussion, on va dire. Et donc on rend toutes ces paroles en disant parole d'architecte, parole d'habitant, parole d'élu, parole d'association, et on les note un peu sur des formats photos comme on voit en bas, pour restituer un peu tout ce qui s'est dit sans jugement et sans raccourci, pour voir aussi que parfois arriver à un programme comme on a là, illustré au milieu par ce schéma, et ben c'est pas forcément mettre tout le monde d'accord, mais c'est se retrouver sur des points de vue assez divergents. Enfin, dans ce projet-là, donc là on voit des images un peu de matérialité. Donc on est amené à diagnostiquer assez précisément le bâtiment, ce dans le but de derrière pouvoir faire des faisabilités qui sont assez tranchées, pour se dire voilà à quel point on va respecter ou pas le bâti existant, qu'est-ce qui peut venir comme programme aussi à l'intérieur du bâtiment au-delà des envies. Parce qu'on est face à des bâtis existants, et du coup on ne peut pas forcément accueillir tous les programmes non plus, de par les dimensions ou les caractéristiques bâties, notamment si on veut respecter les qualités patrimoniales de ces petits existants. Donc voilà, toutes ces choses-là, ça s'intègre précisément à un appel d'offres, où après on va consulter les architectes maîtres d'œuvre qui vont réaliser le projet, et d'expérience pour nous répondre sur des appels d'offres, plus c'est précis en amont et prévu dans le budget, et plus on arrive à des projets de qualité pour les maîtres d'ouvrage. Et donc là, la particularité, c'est qu'aujourd'hui, on continue d'accompagner la commune sur ce projet-là, notamment sur la question de la gouvernance. Et pendant ce temps-là, il y a d'autres architectes qui sont en train de réaliser la maîtrise d'œuvre et qui prennent la suite. Et on aime assez ce format de mise en lien, de se croiser avec d'autres architectes à d'autres moments. Voilà, on trouve ça assez intéressant. Un autre petit exemple rapidement, mais aussi pour expliquer pourquoi on arrive à être assez précis sur ces questions de chiffrage et de réhabilitation, notamment sur ce programme de tiers-lieux, puisque on fait aussi de la maîtrise d'œuvre en chantier. Et aussi pour montrer que l'enquête, elle ne se limite pas à des phases amont du projet, et qu'elle a lieu jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation du projet. Là, ici, on est sur la réhabilitation de la gare de Sucé-sur-Erdre en tiers-lieu. Donc ce qui est assez fréquent dans ces bâtiments-là, c'est qu'on retrouve des matériaux à la fois anciens, mais aussi avec un début de modernité, puisqu'on est le long des voies ferrées. Donc c'est des bâtiments avec des murs en pierre, mais avec des cerclages métalliques pour renforcer toute la structure au niveau des planchers. Et notamment, là on voit un petit exemple en haut à droite d'un plancher dit type Roussel ou plancher parisien. Donc c'est des poutres métalliques avec des ogives en plâtre. Donc voilà, qui raconte quand même l'époque de construction de ce bâti. Et donc le plus simple pour ce projet, vu qu'on venait intégrer un escalier et un ascenseur, ça aurait été de casser tous les planchers. Mais voilà, quand ça veut dire un peu quelque chose pour le bâtiment, on essaye de quand même conserver ces éléments-là. Et donc on a travaillé pas mal avec le bureau d'études structure et l'entreprise de Gros Œuvres pour consolider ce plancher et le conserver en place. Et pour garder un peu ce côté historique et voir les interventions qui avaient été effectuées, on a décidé de laisser tout ce qui était intervention neuve en béton brut et apparent, et tout ce qui était de l'existant, de le repeindre en blanc dans le bâtiment. Et à gauche, un peu comme tout à l'heure sur la question de l'escalier que tu disais, on a pas mal travaillé avec le serrurier en chantier, donc surtout pour reproduire cet escalier qu'on voit à l'extérieur, qui nous avait pas mal plu architecturalement, qui lui est d'une seconde vie du bâtiment quand il avait été transformé en maison des associations. Et donc voilà, il y a eu un travail assez fin avec le serrurier pour reproduire cette courbe, et avec la complexité de cette fois-ci intégrer l'escalier dans un bâti existant, alors que là, à l'extérieur, on voit bien que c'était plus simple à poser. Donc c'était pas mal creuser les méninges pour remettre en avant cette architecture.
Et donc on le voit, la question de l'enquête, elle n'est pas que dans une phase qui serait préalable à la question de la formalisation, mais qu'elle elle intervient aussi dans la manière de dessiner des projets, et aussi peut-être avec la question de la matérialité. Et là, je vais m'adresser à Chloé. Est-ce que vous avez des exemples chez Loom de cette manière d'être toujours un peu en dialogue avec les sites d'intervention, et notamment les matériaux qui sont disponibles pour, je l'ai dit tout à l'heure en plus en introduction, qui sont source pour la conception chez vous? En effet, donc on a 2 projets qui sont assez différents, mais qui expliquent tous les deux notre démarche de cueillette, comme on l'a appelé. Donc pour nous, ce travail d'enquête, ça a 2 objectifs. C'est d'abord comprendre le territoire, que ce soit à l'échelle de la commune. Bon, ici, on est sur une petite commune de 500 habitants, pour être pour avoir le contexte. Et jusqu'à l'échelle de la parcelle, donc comprendre l'histoire, les évolutions, pourquoi l'école elle est ici, et pourquoi on veut la garder ici. Et puis, il y a tout ce travail de recensement de ressources locales, donc que ce soit des ressources matérielles, donc les matériaux présents à proximité, qu'ils soient des matériaux bruts ou des matériaux transformés. Et puis aussi faire un inventaire des savoir-faire locaux, donc des entreprises, des artisans, des industries, de tout ce qu'on peut trouver à proximité, donc avec un cercle plus ou moins large selon ce qu'on va chercher. Donc, par exemple, sur l'école de Mouais, donc là, le programme, c'était une extension de l'école, donc c'est la création de 2 classes. Donc, on a d'abord fait un travail de recherche sur les architectures vernaculaires locales, et on s'est attardé un peu plus précisément sur les hangars agricoles, qui sont pour la plupart faits en bardage à couvre-joint avec du bardage bois local. Donc on a repris cette écriture architecturale avec du bardage bois qui vient de la Syrie d'à côté et des forêts locales. Donc pour beaucoup de matériaux mis en œuvre, que ce soit la terre crue, la paille, le bois, en bardage et en structure, on a fait ce travail de recensement et on a mis en place un projet qui peut mettre en valeur ces matériaux-là. Et ce projet a aussi la particularité de faire intervenir des entreprises d'insertion locale. Donc tous ces matériaux-là ont été mis en place dans le cadre de chantiers de formation et d'insertion, qui pour nous est aussi important pour permettre de promouvoir cette architecture, ces matériaux biosourcés locaux, et de pouvoir apprendre à d'autres et élargir ces productions. Un deuxième projet très différent, donc en étude actuellement à l'agence, c'est le théâtre universitaire de Nantes, qui se situe dans la zone des facs à Nantes. Là, le programme, c'était une rénovation énergétique assez basique comme programme, avec une rénovation fonctionnelle du hall de la partie en bas à droite qu'on voit. Nous, on a voulu prendre ce projet un peu d'une manière différente de ce que je pense qu'ils avaient imaginé, et de profiter de la rénovation énergétique pour faire une isolation extérieure et redonner complètement une nouvelle image au projet. Aujourd'hui, c'est un bâtiment qui est tout en béton blanc, qui est un peu grisaillé avec le temps, et qui ne reflète pas trop l'usage à l'intérieur, qui est très créatif. Donc, c'est les étudiants qui viennent y faire leurs expérimentations. Et on voulait que ce soit un projet qui représente vraiment les activités qui s'y passent. Et aussi avoir un projet avec un très faible impact environnemental, ce qui est difficile parce qu'on avait quand même plusieurs milliers de mètres carrés de façades à rénover, donc avec isolation et bardage. Donc on a fait la proposition d'utiliser quasiment 100% de bardage de réemploi. Donc là, le travail de cueillette, il s'est fait à une autre échelle. Voilà, on est sur une parcelle assez contrainte, sur un espace très urbanisé, donc on a un peu élargi le cercle pour essayer de trouver des matériaux de réemploi. Donc il y a encore plusieurs matériaux qui sont encore en cours de recherche. Donc ça peut être du polycarbonate. On a travaillé, là, c'est encore en cours sur des pales d'éoliennes qui aujourd'hui sont enfouies sous terre parce que des matériaux composites, trop difficiles à recycler. Donc voilà, permettre de redonner une seconde vie et puis éviter l'enfouissement de matériaux comme cela. Ça peut être des éléments en bois qui sont rénovés. Donc voilà, de cette échelle-là, de la façade jusqu'au détail, c'est vraiment la partie réemploi qu'on a mis en valeur sur ce projet-là, qui est une autre manière pour nous de faire de la cueillette et faire de la recherche.
voilà, jusque dans les appareils techniques, sanitaires, ventilation, luminaires. C'est, voilà, le réemploi est vraiment poussé à son maximum sur ce projet. Et enfin, Judith, peut-être pour Figura, vous vous positionnez sur la question de la ville productive plutôt en accompagnement des maîtrises d'ouvrage en AMO. En fait, donc sur après le logement, on travaille également sur le sujet de la ville productive et particulièrement sur la mutation des zones d'activité existantes. Et on va intervenir à 3 niveaux. On a un travail d'enquête à l'agence, d'enquête urbaine. Donc on va alimenter un peu au long cours selon le temps qu'on a de disponible pour faire ce travail. Donc ça va être à travers des reportages photos, de la cartographie, des scénarios prospectifs. Par exemple, on voit à gauche de l'écran des 2 photos de la ZAE Belle Étoile à Carquefou, qui est une ancienne zone d'activité économique avec des parties un peu désuètes et d'autres parties beaucoup plus modernes, mais assez hétérogènes. Ensuite, on va accompagner directement des industriels et des artisans en assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, il s'agit en général d'industriels qui sont déjà propriétaires du bâti ou occupants de bâtiments plutôt anciens et qui ont des besoins de restructuration, d'extension. Et donc, on va leur proposer un audit du bâtiment existant, de l'usage qu'ils en ont avec leur activité et des projections possibles en les orientant sur des stratégies de verticalisation de l'activité, d'hybridation des usages, de mutualisation de parcelles pour certains besoins typiquement de logistique. De rénovation aussi, d'amélioration de la qualité de leur bâti et aussi de la représentation du bâtiment industriel dans l'espace urbain. Donc ça, c'est un pan du travail et c'est un temps qu'on va prendre pour orienter aussi une future commande architecturale. Et puis ensuite, on a une activité de maîtrise d'œuvre beaucoup plus concrète et beaucoup plus opérationnelle, où là, on va vraiment se confronter au sujet et on va essayer d'orienter les projets qu'on a vers ces thèmes de recherche dans la mesure du possible, de ce qu'on peut réaliser. Et donc, on voit à droite... au milieu, c'est des vignettes en fait, qui sont issues d'un audit qu'on avait fait pour une société de Carquefou de production de meubles. Donc on leur avait présenté cet audit sous la forme d'une BD de l'ensemble des problématiques. On les orientait sur une surélévation de leur bâtiment, donc avec une verticalisation de la production. Et ensuite à droite, c'est un bâtiment qui a été livré en 2024, qui est l'atelier à la fenêtre ronde, qui est aussi dans l'exposition, pour une société qui fabrique des tables de bistrot à Nord-sur-Erdre. Super. Tu l'as rappelé tout à l'heure, Judith, ces questions d'enquête, quand vous les faites donc, à échelle urbaine pour la ZAE de la Belle Étoile à Carquefou, par exemple, ça demande du temps. Et je voulais vous demander, aux uns aux unes et aux autres, comment est-ce que ça s'organise dans le quotidien d'une agence ? Qu'est-ce que vous consacrez comme temps à ces démarches-là ? Voilà. Et peut-être commencer par Chloé. Vous travaillez particulièrement avec un paysagiste notamment. Oui, pour nous, le travail de recherche, il se fait vraiment en co-conception. Donc déjà, les 3 architectes de l'agence et donc Pierre Grelier, qui est paysagiste concepteur. Donc on travaille vraiment tous les 4 en phase de conception et de recherche. Donc on va avoir deux temps très importants pour nous, qui sont vraiment des temps dédiés à l'enquête et à la recherche, qui sont sur des demi-journées, des journées qui sont banalisées pour ça. La première partie, ça va être la visite de site, qui permet d'analyser le contexte, le territoire, à l'échelle du paysage jusqu'à l'usage. On aime bien, quand c'est possible, rencontrer les usagers ou futurs usagers pour pouvoir pousser un peu plus loin que les informations qu'on peut obtenir dans le programme, pour comprendre au mieux les besoins et les usages du projet. Et puis il y a aussi toute cette analyse du territoire, des architectures vernaculaires. Donc souvent on fait la visite de site assez proche et puis il n'est pas impossible qu'on reprenne la voiture et qu'on aille faire un tour à quelques kilomètres autour pour voir vraiment comment le territoire fonctionne. Et la deuxième phase qui est importante pour nous, c'est vraiment la phase de projet, de co-conception.
Là, pareil, on va prendre une journée de temps en temps, tous les 4, autour d'une table pour travailler sur le projet. On travaille beaucoup à la main, au calque, sur ces phases-là. C'est important pour nous pour travailler assez instinctivement du cerveau à la main et pouvoir répondre au projet comme ça. Là, sur le projet que vous avez à l'écran, c'est l'école à Vers-sur-Loire. Et du coup, vraiment ce travail d'arpentage du site, d'enquête, de compréhension des besoins, nous a permis de proposer un projet qui n'était pas du tout orienté comme ça dans le programme. Et en fait, de proposer un nouvel accès à l'école et de revoir toutes les gestions des liaisons douces à l'échelle de la commune. Et c'est en partie ce qui nous a permis de remporter le concours. Donc voilà, pour nous, c'est des choses qui sont importantes et qui permettent de voir la ville autrement et de proposer des projets plus en adéquation avec les besoins des usagers. Et ensuite, il y a les temps qu'on parlait tout à l'heure, les temps de cueillette, de recherche historique, d'inventaire, de savoir-faire, qui pour là sont des temps un peu plus diffus dans notre travail, nous, au quotidien. Ça va être un travail qu'on va faire un peu plus chacune de notre côté et puis qu'on va se partager au fur et à mesure pour alimenter la conception. Et pour Figura, vous en passez par d'autres médiums, notamment l'écriture de livrets, c'est ça? Oui, en fait, du coup, nous, on a une recherche qui se fait par le projet, donc qui est diffuse, donc qui va se faire un peu au quotidien, mais qui est aussi éparpillée. Après, je pense que c'est important de préciser que cette notion d'enquête, de recherche, ça ne s'inscrit pas dans un cadre théorique tel qu'on peut l'entendre d'un point de vue universitaire, mais c'est plutôt l'idée de se constituer un socle de connaissances qui serait propre à l'agence et qui nous permettrait d'approfondir les projets, enfin, en tout cas d'orienter notre façon de répondre sur des projets. Donc notamment sur la question du logement, on travaille au quotidien sur des projets de logement individuel et collectif. Et c'est important pour nous de donner de la lisibilité à cette recherche. Et donc on travaille sur un médium, là c'est un livret donc, qui est présent aussi dans l'exposition, pour lequel on a pris un temps pour récolter en fait l'ensemble des dispositifs d'usage, techniques, matériels, qu'on a mis en place dans des projets de logement individuel. Donc, en fait, les pages de gauche sont issues des projets qu'on a menés et sur la page de droite, c'était une démarche d'ouverture où on allait récolter plutôt des exemples qui avaient été réalisés par d'autres agences d'architecture sur des projets à plus grande échelle ou d'autres types de mise en œuvre. Et ça nous permet, ce livret aujourd'hui, c'est plutôt un outil de travail également qu'on va communiquer à nos collaborateurs pour qu'ils aient une vision, en tout cas, sur le travail qui a été fait jusqu'alors à l'agence. Donc, par exemple, à gauche, Haussmann, l'infinie réinvention. Donc là, c'était un projet de division d'un appartement haussmannien en 3 logements. Qui avait été rendu possible par l'épaisseur des planchers des immeubles haussmanniens et par les colonnes de réseau qui existaient. Et à droite, on voit ici donc un extrait de Paris Haussmann de Lannes. En haut, un sorte de poteau capable qui mutualisait structure et réseau. Donc ça, c'est issu d'un projet d'étudiants de Versailles. Et puis en dessous, une sorte d'expression de matérialisation de ce poteau capable. Donc c'est un projet de Nicolas Dorval-Bory où on a autour d'un poteau une applique, une douche, un lavabo, etc. Et donc comme ça, on a récolté plusieurs dispositifs qui avaient été mis en œuvre dans nos projets. Donc l'eau en circuit court, comment on récolte l'eau pluviale et on s'en sert à usage domestique. Qu'on mettait en relation avec les Watertanks de New York et comment à une échelle du logement collectif, tout d'un coup, l'eau pluviale, elle devient un marqueur architectural de la ville. Ou encore, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais après, c'est un projet de bureau spectaculaire pour le MoMA, où en fait, ils installaient des piscines dans un exosquelette. Et juste 2 autres exemples. Domesticité mutualisée, c'était comment on pouvait mettre en commun des usages domestiques et des besoins, type machine à laver, aspirateur, etc., entre plusieurs logements. Donc ça faisait aussi référence au projet de division d'un logement haussmannien
qu'on mettait en parallèle avec Free Kitchen de Sam Chermayev. Et puis, ou alors étrangeté et curiosité, comment est-ce qu'on peut ramener des éléments un peu étranges, un peu curieux dans un projet de logement collectif. Et c'est un projet de Ludgen Madaman, enfin, je pense que j'écorche leur nom, mais vous voyez de qui je parle. On peut retrouver de toute façon ces livrets sous vos panneaux d'exposition. C'est ça. Mais bon, c'est vraiment un livret qui a usage de l'agence. C'est pas du tout quelque chose qu'on rend en public. Sinon, au-delà de ça, c'est vraiment un outil de travail. Okay. Et Adrien, peut-être tu veux compléter sur, pour Socle, la manière dont vous organisez sur ces questions? Oui, aussi pour préciser, comme tu le faisais juste avant, que la question de recherche, nous on ne s'estime pas chercheurs et la question de la recherche elle n'est pas non plus académique à l'agence. La question de l'enquête, par contre, elle nous parle beaucoup pour ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Aussi, juste pour redire que on a quand même un métier qui agit pour l'intérêt général. Et nous, ça, on trouve ça assez important. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut inclure ces moments-là de questionnement et d'enquête dans les temps d'agence. Donc nous, c'est prévu, ça rentre dans les temps des projets. C'est pas quelque chose qu'on met à côté. Aussi par sécurité, pour se dire que pour répondre de cet intérêt général, il faut qu'on puisse se rémunérer et que ça passe dans les temps de projet. Sinon, le risque, c'est demain, on n'a pas le temps, c'est les parties qui peuvent se faire squeezer. Donc nous, dans l'organisation du travail, ces enquêtes-là, elles sont intégrées à nos méthodologies. C'est quelque chose qui est assez évident sur les études préopérationnelles, puisque de toute façon, on rend des méthodologies assez claires dans lesquelles on intègre donc tous ces moments. Donc par exemple, là, on a parlé des résidences tout à l'heure. Nous, on a des lignes qui sont notées avec 2 jours de résidence et combien coûte en fait ça dans le projet. Mais pour nous, c'est immuable, c'est comme ça qu'on travaille et on ne peut pas les sortir en fait de cette conception. C'est pas une option. Pour les projets de maîtrise d'œuvre, ça demande un peu plus de dextérité parce que la profession d'architecte, elle est quand même assez réglementée. On répond à des contraintes qui sont précises et cadrées par la loi MOP. Et donc là, du coup, c'est à nous de savoir prendre le temps de manière diffuse, comme vous le faites aussi, pour incrémenter nos réflexions de projet au quotidien. Mais bon, c'est important de rester curieux. Sinon, c'est sûr que on peut vite être en décalage avec ce qui se passe autour de nous. Et on pense que il en va de la responsabilité de l'architecte d'être au courant et donc de se creuser un peu la tête. Alors Judith et Adrien, vous avez bien pris des précautions de dire que la recherche académique c'était une chose et que la mise en enquête dans une agence en était une autre, mais comme je le rappelais en intro, il y a quand même des hybridations, des ponts qui peuvent se faire et puis on pourrait quand même se poser la question de se dire comment est-ce qu'on fait avancer la connaissance sur la pratique depuis la pratique, depuis les agences. Peut-être de manière plus incarnée et un peu prospective, je voulais vous demander en dernière question ce qui vous vient à l'esprit quand on parle de recherche par projet, mais aussi comment ça résonne avec ce que vous faites et comment qu'est-ce que ça vous donnerait envie d'approfondir à long terme si on avait là une échelle de temps de 5 à 10 ans, qu'est-ce que vous aimeriez approfondir et Adrien, je te redonne le micro. Nous déjà, ce qu'on aimerait faire, c'est déjà continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui, parce que c'est pas si évident, comme je le disais juste avant. Il faut réussir à faire rentrer tout ça dans un fonctionnement d'agence, donc avec les honoraires qui y sont liés. Et aujourd'hui, le contexte est quand même assez tendu. Les prix de rémunération de nos métiers ne tendent pas vers le haut, on va dire. Il y a une deuxième chose qui, pour nous, peut-être si j'avais fait une petite illustration. Et assez importante, c'est de continuer à partager un peu tous ces retours du terrain qu'on a aujourd'hui. Donc comme on le fait, vous avez vu l'exemple tout à l'heure avec ces espèces de photos illustrées, de pouvoir rendre compte de ces paroles, c'est déjà... en fait, petit à petit, ça commence à faire 4 ans qu'on travaille quand même, et on a pas mal de choses à dire, des retours de terrain. Donc ça, on aimerait pouvoir continuer à évoluer dans cette direction-là.
On le fait déjà au travers de l'école, puisque du coup on est aussi enseignant à l'école d'archi, donc sous différents formats, en projet ou alors plutôt en enseignement théorique. Donc ça, on trouve ça super, on a envie de continuer. On partage aussi, lorsqu'on a des stagiaires à l'agence, tout ce savoir-faire avec plaisir. Et plus récemment, on s'essaye à répondre à un colloque, l'hypothèse symbiotique. Du coup, on est plutôt là axé vers tendre la main vers la recherche. Ce faisant, voilà, encore une fois, on ne se considère pas comme des chercheurs, mais on pense qu'on a une matière sur laquelle on travaille au quotidien qui peut mériter d'être partagée. Je ne sais pas ce qu'on doit faire là. Un petit peu maudit ce soir. Figura, la question du modèle économique, elle pose aussi question, on en avait parlé en amont, pour perpétuer cette recherche. Oui, enfin, nous, on a une partie de la recherche qui est recherche par le projet, du coup, qui est plus ou moins financée par les projets. Voilà, même si je pense qu'on consacre forcément un peu plus de temps quand on fait des choses qui sont nouvelles. Après, la question qu'on se pose, c'est complètement une question ouverte, mais c'est comment financer une étude, par exemple, qui serait prospective sur la mutation des zones d'activité existantes, sans s'inscrire à une réponse dans le cadre d'une réponse à un appel d'offres qui serait vraiment à but opérationnel, et du coup, on aurait forcément moins les mains libres. Voilà, c'est un peu une question qui est active, en tout cas là en ce moment à l'agence, de savoir est-ce que c'est possible de rassembler des fonds privés, publics pour financer une étude. Il y a notamment le pavillon de l'Arsenal qui a fait plusieurs fois faire. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait s'assimiler à ça. En fait, les projets lauréats, on les aidait à aller solliciter des fonds pour chercher sur un sujet. Et c'est vrai que, notamment pour ce sujet de la ville productive, qui est aujourd'hui quelque chose qu'on fait de manière diffuse, un peu lente, du coup, ça nous permettrait d'accélérer un peu, quoi, et de pouvoir clôturer quelque chose. Donc voilà. Ok, donc parfois en fait il faut s'appuyer sur des acteurs un peu connexes ou aller chercher ailleurs. Et Chloé, c'est aussi ce qui vous animait de continuer à perpétuer des appuis sur des réseaux et de continuer à être peut-être en collectif avec d'autres praticiens. Pour nous, c'est quelque chose d'important de pouvoir être en effet dans des réseaux annexes. On est toutes les trois un peu dans des endroits différents qui nous permet en effet de glaner des expériences et de pouvoir partager avec d'autres personnes ce qui se passe. Donc, dans des réseaux très différents, on a Nathalie Naré, par exemple, qui est à l'Ordre des architectes. Moi, je suis dans le réseau je représente l'agence dans le réseau Ecobat. Et Louise, elle est plutôt dans le réseau des terreux armoricains et dans le groupement qui développe la filière bois à Notre-Dame-des-Landes. Donc, c'est des échanges qui sont pour nous importants, de pouvoir échanger avec nos confrères architectes, mais aussi avec des artisans, avec les personnes qui sont plus sur le terrain, pour pouvoir continuer à développer ces filières locales et pouvoir développer de nouvelles techniques constructives, que ce soit des anciennes techniques qu'on remet au goût du jour ou alors des innovations. Voilà, c'est pour nous quelque chose, comme disait Adrien, des choses qui sont importantes, de pouvoir être au courant de ce qui se passe. Surtout dans les filières du biosourcé, du géosourcé, du réemploi, ça évolue assez vite depuis plusieurs années. Et c'est pour nous important d'être présents et de pouvoir participer à ce développement-là. Merci beaucoup à tous les trois. On arrive à la... J'ai plus de questions, moi, en tout cas pour vous. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que les trois trajectoires, elles étaient assez complètes et intéressantes pour discuter de cette... Enfin, on n'a pas fait le tour de l'enquête, en fait. On peut continuer toujours, je pense, à aller chercher plus loin. Et puis, je pense qu'il y avait notamment cette question de la pratique réflexive qui est, malgré la différence des sujets abordés, est tout autant présente dans les trois structures que vous représentez. Maintenant, il nous reste quelques minutes, je ne vais pas dire de bêtises, peut-être 30 minutes, 20 minutes, entre 20 et 30 minutes, pour des questions de la salle. Le micro est disponible. En fait, j'ai menti, si vous n'avez pas de questions, moi j'en ai un peu sous le coude. Mais...
Bonsoir à vous trois, merci pour la conférence. Question plutôt adressée à Loum. Quand vous parliez notamment de l'école de Mouet et des ressources locales que vous n'avez pas vraiment trop citées, savoir un peu comment, par exemple, les ressources ont parfois modifié votre dessin, comment vous avez fait avec la ressource bois, par exemple, quel calpinage vous avez dû peut-être revoir, ou mobilier, ou dimension, enfin autre. Comment vous arrivez à vous adapter avec voilà, cette ressource qui n'est pas toujours comme on l'imagine, j'imagine. Qui n'est pas industrialisée. Oui. Voilà. Donc en effet, les ressources les plus importantes qu'on a utilisées sur l'école de Mouet, ça a été la terre crue, la paille et le bois. On avait un maître d'ouvrage qui était très engagé sur le projet, qui avait déjà des stocks notamment de terre crue. Un agriculteur qui était un des élus de la commune avait fait son stock de paille. Bon, il a fallu qu'on refasse la moisson suivante parce que le problème d'humidité, de stockage, d'où l'importance d'avoir des personnes formées et compétentes sur le projet. Et sur la question du bois, il y a eu deux sujets. D'abord la partie préau qui a été faite avec du bois local, juste écorcé, donc on est vraiment sur du tronc brut. Et en effet, là, on n'avait pas la ressource avant de concevoir le projet, donc on avait imaginé des sections et des assemblages, mais ça a été un vrai travail de conception avec l'association des hommes et des arbres, qui est du côté de Rennes plutôt, qui a sa propre gestion des forêts. Il s'occupe des coupes, de déligner le bois, de faire les assemblages, de gérer les chantiers participatifs. Donc, on a eu, ça a été assez particulier. Là, c'est des éléments du marché qui ont été sortis du marché d'entreprise assez classique par les structures d'insertion. On a pu les sortir, et puis parce que c'était des petits montants, ce qui nous a permis de co-concevoir avec ces entités-là dès la phase APS, APD, et ce qui nous a permis d'anticiper toutes les questions qui sont en effet liées au gisement. Et sur la partie bardage bois, là on était aussi sur du bois issu de la scierie voisine, donc avec des bois qui ne sont pas forcément tous plans, droits. Et là, le calpinage, par exemple, s'est fait en direct sur le chantier avec les entreprises d'insertion. Donc on avait forcément un système à reproduire, mais c'est quelque chose qu'on a fait directement sur chantier avec eux, donc pendant les visites de chantier qui duraient peut-être un peu plus longtemps que des réunions classiques, mais qui ont permis de mettre en œuvre ce bois local sur le projet. J'ai répondu à la question. Merci pour votre intervention. J'avais une question. Donc moi, j'ai une pratique plutôt chantier, donc j'ai été assez terre à terre, notamment du chantier en marché public. Et ça rebondit un peu sur la question précédente, c'est que du coup, je me pose la question, quand on est dans cette enquête-là, quand on passe un appel d'offres avec des entreprises, on a quand même un projet qui est assez figé. Et ma question, c'est est-ce que vous avez un moyen de sensibiliser les entreprises à cette démarche-là ? Est-ce qu'elles sont prévenues en amont ou non ? Est-ce que c'est des entreprises avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler pour infuser un peu cette démarche que vous avez ? Enfin, comment vous faites ? Parce que je trouve que c'est difficile. Alors juste pour être sûr de bien comprendre, donc tu parles de comment on fait pour intégrer des matériaux Nous, typiquement, sur les marchés publics, ça va être une limite pour l'instant, mais on en avait parlé déjà quand on avait été à la Syrie. Mais voilà, c'est une vraie question de comment on fait pour les intégrer maintenant. Après, finalement, les entreprises qui étaient présentes avec nous lors de ces échanges, elles nous disaient aussi qu'il ne fallait pas hésiter, même si on était sur du marché public, à aller consulter en amont,
et essayer de gérer ces questions-là en amont avec un risque au final qu'elles ne soient pas retenues, mais elles sont assez porteuses de ces questions-là. Après, il y avait d'autres astuces qui avaient été données un peu aussi, c'était notamment de sortir certains lots qui permettent de sortir du cadre du marché public et donc de la mise en concurrence. Même oui, la fourniture des matériaux, ouais. Ce qui, du coup, le maître d'ouvrage met à disposition un matériau et du coup, de fait, l'entreprise n'a plus qu'à faire sa transformation. Après, c'est quand même une partie d'engagement parce qu'à mon avis, il y a des bouts d'assurance qui sautent un peu. Il faut que l'entreprise accepte de mettre en œuvre des équipements qui, des fois, sont déjà en réemploi, quoi. Moi, je dis ça, après, c'est que des échanges qu'on a eus, mais moi, sur les projets, ça m'est encore jamais trop arrivé de réussir, autre qu'en les décrivant précisément dans un CCTP, qu'il faut réutiliser la pierre de site qui est détruite, d'un bâtiment qui serait démoli sur place, ou des ardoises, des tuiles, enfin voilà, ça, c'est des choses qui doivent être écrites très précisément dans les CCTP pour que ça puisse se faire. Sinon, le côté improviste et de pouvoir se fournir en bois, etc., ça c'est quand même, ça reste assez compliqué, quoi. Je pense qu'il faut être bien avec pas mal d'entreprises pour réussir à le mettre en œuvre. C'est vrai que les limites sont assez floues, nous encore de notre côté, sur ce qu'on a le droit de faire ou pas en marché public, notamment sur les questions de localisation, par exemple. Nous, on l'a fait sur certaines zones. En prenant bien en compte qu'il faut quand même qu'il y ait de la concurrence, donc il faut qu'il y ait au moins 2 entreprises sur le secteur qu'on demande qui puissent produire la fourniture ou exécuter le projet. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est des éléments qui sont assez flous juridiquement et on n'a toujours pas les réponses, malgré que ça fait quelques années qu'on se questionne sur le sujet. Oui, moi je voulais vous interroger peut-être sur la question de l'enquête. Ça me fait toujours un peu penser au fait que vous rencontrez toujours beaucoup de gens, beaucoup d'usages et d'usagers en général. Et en même temps, vous avez l'air de travailler à des échelles différentes dans votre métier, notamment Figura, cette question du design et des études urbaines au départ, mais aussi chez Socle, le fait de faire des projets de particuliers et des projets en amont avec des mairies. Et cette question en tout cas de l'usage, de la rencontre et de l'enquête dans le sens sociologique du terme, est-ce que finalement vous arrivez à faire des ponts entre vos projets et vos échelles? Je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, est-ce que dans votre démarche, qui maintenant pour vous trois dure depuis quelques années, vous vous retrouvez à penser à vos clients particuliers quand vous discutez avec des maires? Et à l'inverse, par exemple, tout le travail du design, est-ce que vous arrivez à le réintégrer quand vous faites des recherches sur les typologies de logements à Los Angeles? Elle n'est pas évidente, la question. Je ne suis pas sûre de très bien la comprendre. Mais je pense que oui, en fait, de par notre association, on est toujours en aller-retour entre cette échelle de l'usage et l'échelle plus macro. Enfin, ça fait vraiment partie de l'ADN, je pense, de la façon dont on travaille. Et quand on va travailler sur du logement collectif, par exemple 60 logements, on va concevoir en ayant en tête des références qui sont liées à des expérimentations du logement individuel, de demandes qu'on a eues. Par exemple, je donne un exemple hyper simple, mais par exemple, on a plusieurs familles pour qui on a travaillé qui nous disaient non mais le cellier, nous on le veut pas au rez-de-chaussée de notre maison parce que les chambres sont à l'étage et ras-le-bol de porter des paniers à linge du haut vers le bas parce qu'en fait la machine à laver est au rez-de-chaussée alors que les salles d'eau sont à l'étage. Et c'est vrai que par exemple c'est quelque chose, quand on parle de rencontres sociologiques, c'est un besoin presque pas anticipable, et quand on va dessiner du logement collectif en duplex, c'est vrai que la question du cellier et de la place de la machine à laver dans une famille, à ce moment-là, on peut éventuellement se poser la question de où est-ce qu'on la place, et du coup on va reporter
ces problématiques de logement individuel au logement collectif. Et c'est vrai qu'on a une attention particulière à la qualité du logement, à sa forme, à ses fonctions et à l'usage qu'on va en avoir. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors pareil, je ne sais pas si je comprends exactement la question, mais si l'idée c'est de faire des ponts entre les différentes échelles sur lesquelles on travaille et du coup les différents types d'enquêtes auxquelles on est confronté, nous c'est particulièrement ce qui nous intéresse de faire au final. C'est pour ça qu'on intervient à toutes ces échelles. C'est qu'au final, bon bah voilà, on va finalement rencontrer des sujets qui sont assez récurrents. Nous on travaille beaucoup dans des centres-bourgs. Et du coup, les ponts, ils se font assez facilement. Et pour autant, c'est jamais deux fois la même histoire. Donc, du coup, on va pas pouvoir si simplement se dire j'ai entendu telle chose ou telle problématique dans ce centre-bourg et du coup dans un autre, c'est le même sujet. Non, à chaque fois, c'est des nouvelles personnes et des nouvelles histoires. Pour autant, par contre, on peut réussir à tisser. Je pense que ce sera un truc intéressant à faire d'ailleurs, un portrait de ce à quoi ressemblent nos centres-bourgs aujourd'hui et toutes les questions qui se posent en fonction des territoires dans lequel on est. Ça peut être une piste de réflexion, de diffusion un peu des problématiques qu'on peut rencontrer, quoi. Je ne sais pas si ça répond complètement à ta question non plus. Merci pour la présentation de vos projets. Moi, je me posais une question, c'est qu'est-ce qu'on peut conseiller à des étudiants et des étudiantes ici en archi ou en design ou en paysage pour s'approprier un peu vos méthodes de travail? Est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce qu'il y a des ressources à consulter? Est-ce que vous avez réfléchi un peu à... J'ai cru comprendre que certaines d'entre vous enseignaient dans certains cours à l'ENSA, mais voilà, comment faire pour s'approprier un peu ça et le mettre au cœur de projet, peut-être pas encore avec des CCTP, mais par contre à différentes étapes des études, par exemple ici. Je peux peut-être commencer à répondre du coup. Déjà, je sais pas. Donc là, nous, avec plaisir, on vous présente notre travail, nos méthodologies. Après, si ça inspire, tant mieux. J'ai envie de dire, mais dans le fond, je trouve que c'est important de se construire soi-même aussi aujourd'hui. Et donc nous, par exemple, toute notre intention, c'était de monter une agence qui réponde à des problématiques qui nous sont chères et qui nous questionnent aujourd'hui. Je pense que chaque étudiant aura les siennes. Et du coup, on peut fréquemment être quand même sollicité pour des stages ou des choses comme ça à l'agence. Et on voit dans les textes qui sont apportés dans ces différents mails ou candidatures qu'il y a des personnes qui ont une vraie sensibilité pour ces démarches-là. Et pour le coup, quand elle est là, souvent, elle est compréhensible et utilisée à bon escient. Donc, quel conseil je pourrais donner, à part d'être curieux et de se faire confiance dans ce qu'on a envie de faire et de développer. Et ouais, de surtout être toujours rester ouvert aussi au monde qui nous entoure pour bien intégrer, pour bien se poser les bonnes questions et y répondre de la manière qui semble la plus juste, quoi. Je sais pas si ça te va comme réponse. Et puis je pense que les étudiants de Nantes ont la chance d'être sur un territoire où il se passe beaucoup de choses, où il y a des événements qui se passent un peu régulièrement. Donc ce qu'on peut leur conseiller aussi, c'est d'aller participer, de ne pas hésiter à aller piquer une tête, que ce soit en effet à Notre-Dame-des-Landes ou dans des ateliers de concertation de leur quartier, pour aller voir comment ça marche, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Enfin, voilà, aller découvrir tout ce qui peut se passer autour de nous, quoi. Je pense qu'il se passe beaucoup de choses. On aimerait bien participer, nous, à tout ça. On n'a pas le temps au quotidien. Je pense qu'en tant qu'étudiant, on a peut-être un peu plus le temps à voir. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller participer à tout ça, même si vous n'êtes pas invité directement. Et puis c'est vrai que être curieux aussi des pratiques des agences parce qu'il y a plein de démarches différentes qui existent et pour trouver celle qui va vous animer, quoi, en termes de programme, de façon de faire, de sensibilité, etc.
Adrien, tout à l'heure, tu parlais d'une participation à un colloque sur lequel vous travaillez actuellement avec Socle. Tout à l'heure, tu précisais comment est-ce que les démarches d'enquête, elles avaient toute leur place de façon évidente, par exemple sur plutôt les résidences et les études urbaines, un peu moins dans le cadre plutôt de projets de maîtrise d'œuvre, un petit peu plus difficile à insérer. Comment est-ce que est-ce que tu peux nous en dire déjà un peu plus sur ce colloque et comment ce type de démarche, de recherche s'insère dans le travail à l'agence? Comment concrètement vous travaillez dessus tous les trois? Déjà, c'est quelque chose d'assez nouveau, hein. Pour le coup, cette année, on a essayé de pas mal mettre l'accent sur... donc nous, Socle, on dit qu'on est un atelier d'architecture, d'urbanisme et de réflexion. Réflexion pour pas dire recherche pour les nuances dont on parlait tout à l'heure. Mais donc là, l'idée, c'était de s'essayer à prendre un peu de recul sur notre pratique au travers de 3 exemples de projets et de quand même le théoriser autour d'une notion donc là qui était l'épaisseur, mais bon, c'est pas encore terminé, c'est en cours de rédaction cet article. Comment on l'intègre après à l'agence, du coup ça devient un peu une excuse pour nous de prise de recul et de discussion et voilà, après pour le coup, là, difficile de dire qu'on le rentre dans une sorte d'économie d'agence ou de projet, puisque c'est une participation à un colloque, donc c'est plus pour nous qu'on le fait. Pour autant, on le fait toujours dans le cadre de l'agence. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Quoi dire de plus? L'hypothèse symbiotique. Je ne sais pas si... peut-être que, comme Noémie est là, elle peut le développer un peu plus. Merci. Je vais essayer. Parce que c'est vrai qu'on s'est un peu aussi réparti des choses à faire entre tous les événements JAPL et puis ce colloque. Donc, on s'est un peu plus collé à la question du colloque. Le colloque, il est organisé par le GERFO, donc qui est un laboratoire de recherche en architecture et philosophie, qui est basé à la Villette. Et l'hypothèse symbiotique, c'est... Alors, le colloque regroupe aussi des philosophes, des architectes et des chercheurs. Oui, mais les philosophes et des chercheurs, oui. C'est pas très clair non plus ce que je dis là, mais et du coup, l'idée, c'est de croiser les regards autour de cette question de l'hypothèse symbiotique. Et le point de départ étant que nous sommes tous reliés dans ce monde et que faire l'hypothèse que nous sommes tous reliés et donc interdépendants peut nous amener à penser les choses peut-être autrement pour l'avenir de nos modes de vie, de nos espaces habités et ce genre de choses. Et donc nous, on apporte là dans l'article et la proposition pour ce colloque vraiment un rapport du terrain. Du coup, on entre par des projets pour montrer ce qui se passe concrètement, quels liens se tissent sur tel et tel projet à différentes échelles, en espérant que les chercheurs et philosophes puissent, eux, nous aider aussi à y voir un peu plus clair ou à théoriser après à partir de ça, quoi. On ne se positionne pas à la place des chercheurs, mais bien en tant que rapporteur du terrain, quoi. Et on voit bien les limites de tout ça, c'est-à-dire que les premiers retours que tu peux avoir, c'est voilà, quelle est votre bibliographie, sur quoi vous basez-vous. Enfin, voilà. Donc du coup, il faut expliquer, à la fois chercher de notre côté, du coup aller voir plus loin que ce qu'on fait à l'agence forcément, et en même temps, il faut expliciter que c'est un retour du terrain. Et du coup, il n'y a pas toujours autant de sources que je pense. On verra bien au colloque ce que ça va donner, les échanges. Là où peut-être je voulais un peu aller avec ma question tout à l'heure aussi, c'est, je crois que dans le palmarès, je crois que c'est François Massin de Atelier du Ralliement qui mettait en avant que dans sa pratique, il essayait de se dégager
une journée ou une demi-journée par semaine pour être productif différemment, donc de se nourrir d'autres choses pendant la semaine et qui viendra nourrir les projets et la pratique. Et la question, c'était est-ce que vous arrivez tous les trois à sacraliser des temps comme ça qui en dehors d'un projet, viennent vous nourrir et qui serait un peu la demi-journée. Je ne sais pas, par exemple, combien d'heures semaine vous travaillez. Est-ce que vous faites un 35 heures en 5 jours comment ça s'articule votre travail pour vous nourrir et enquêter sur toutes ces choses? Alors déjà, pour nous, l'objectif, c'est de travailler 4 jours et demi par semaine, par exemple, dans notre agence. Les lundis matins, c'est un peu nos points collectifs. Et après, comme je disais tout à l'heure, nous, au maximum, normalement, si ça fait partie d'un projet, on l'intègre dans des temps de projet, donc c'est intégré. Là, c'est vrai qu'avec ce sujet-là, c'est un peu plus particulier, parce que du coup, ce serait parti plutôt de notre... on a un tiers de notre temps qu'on consacre à autre chose que développer les projets. On développe plutôt l'agence d'une manière générale. Du coup, sinon, on le fait rentrer plutôt là-dedans. Et on n'a pas un jour précis dans la semaine pour faire ça. C'est juste qu'on a des tableaux un peu analytiques derrière qui nous permettent de garder une proportion entre les moments où on est productif dans les projets et où en fait, on est rémunéré, et les moments où on peut se permettre d'être plus... non rémunéré, mais qui développe l'agence. Mais bon, tout ça, à la fin, ça fait fonctionner l'agence. Mais on n'a pas un jour précis dans la semaine où on fait ça. Alors nous, on n'arrive clairement pas à se libérer une journée par semaine pour cette partie recherche-développement. Mais par contre, c'est vrai qu'on a un peu quand même le vendredi après-midi, déjà le vendredi, nous, on est un peu tous en télétravail à l'agence. Et on n'arrive pas à le faire toutes les semaines, mais du coup, on arrive à rendre cette journée un peu plus libre et à y intégrer de la participation à des événements collectifs, à des visites de projets, à de la recherche. Donc, c'est clairement pas de l'hebdomadaire, mais c'est des temps qu'on essaie de se libérer de temps en temps, on va dire plutôt. Nous, globalement, c'est un peu comme vous, et ça va vraiment dépendre aussi du rythme de l'agence. On passe vraiment de périodes extrêmement denses en boulot où là, il n'y a absolument pas de temps pour aller faire des visites, etc. Et des périodes beaucoup plus calmes, notamment par exemple, en général, le mois de janvier, c'est moi. Enfin voilà, donc il y a une forme de périodicité de l'année qui nous permet de nous dégager du temps pour avoir un peu plus de temps pour enquêter, pour faire du développement de l'agence, etc. Donc on n'est pas sur une récurrence chaque semaine, mais on essaie de trouver du temps dans l'année, quoi. Après, au final, je trouve que c'est toujours plus simple de se dégager du temps quand on trouve les prétextes pour le faire. Par exemple, quand on a la candidaté pour les JAPL, du coup, ça donne un objectif. Du coup, on se retrouve, on en discute, et là, on se dégage du temps pour le faire. Et ça peut être le cas pour plein d'autres choses. Par exemple, quand on va à l'école, du coup, forcément, on se dégage du temps pour avoir des choses intéressantes à raconter, pour aussi nous faire avancer sur différents sujets. Et ça, au final, je trouve que c'est important de se trouver peut-être des excuses, des prétextes pour pouvoir le faire. Sinon, on a quand même des métiers qui vont généralement assez vite. Du coup, ça peut vite passer à la trappe. Donc, vivement la prochaine édition des JAPL. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Je vais laisser le micro à Lucille qui va présenter la suite des événements dans le cadre des JAPL 2025. Merci. Merci à tous et à toutes pour votre écoute ce soir et votre capacité d'adaptation. J'espère que vous avez réussi à avoir, même si c'était en petit format, les documents qui avaient été choisis par les équipes pour illustrer un peu ce qu'ils ont raconté. On espère qu'on pourra faire mieux du coup pour la prochaine table ronde qui a lieu à peu près dans un mois, qui sera aussi un événement de dévernissage puisque l'exposition autour des JAPL,
Elle est présentée à Nantes jusqu'au vendredi 21 novembre. Ensuite, elle va itinérer dans la région à partir de 2026 au Mans, à Angers, à La Roche-sur-Yon et aussi à Laval. Et donc, le 20 novembre prochain, une deuxième table ronde qui invitera le reste du palmarès. Donc, Martin Priarolo de Fleuve qui est là ce soir, aux côtés de François Massin pour l'atelier du ralliement, Faustine Tlemceni pour l'atelier ISO, l'équipe vendéenne du palmarès, et Delphine Charnassé pour bientôt. Et ensemble, donc ils vont être en discussion avec Marie Tesson et Jean Favreau, les deux autres co-commissaires aux côtés de Lucille. Ils vont s'intéresser plutôt à la question du territoire, ce qui est ressorti assez fortement en transversalité entre toutes les équipes de cette 5e édition. C'était un attachement fort à cette question du territoire. Et là, l'idée, c'est de venir la détricoter entre le territoire depuis lequel les agences exercent, donc pour certaines depuis les métropoles, pour d'autres dans des villes moyennes, certaines en périurbain ou aux alentours des métropoles. Et le territoire après de pratique où sont situés les projets que réalisent les équipes et avec quelles ressources sont situées les ressources avec lesquelles sont mis en œuvre leurs réalisations. Donc c'est tout ça qu'on explorera ce soir-là. Et en attendant le 20 novembre, peut-être que vous savez qu'on est actuellement dans le week-end des Journées nationales de l'architecture. Donc ce sont 4 jours où l'ensemble des acteurs culturels autour de l'archi proposent pas mal d'actions. C'est un peu les Journées du patrimoine, mais spéciales architecture. Donc ce soir, on avait cette première table ronde. Et puis demain, on ira donc visiter un des projets présentés dans l'exposition. C'est la surélévation extension d'une maison au Cellier, réalisée par l'atelier du ralliement. Il reste encore quelques petites places. Il y a 2 créneaux de visite à 15h et à 16h. C'est un petit projet pas dans Nantes, mais quand même facilement accessible. Si jamais vous êtes disponible et que ça vous intéresse, vous pouvez encore nous rejoindre. J'ai pas de visuel, mais toujours dans le cadre des Journées nationales de l'architecture, samedi, on organise 2 visites guidées de l'expo, couplées à une visite architecturale du bâtiment de l'école d'archi. Les créneaux, c'est 11h30 et 14h30. Là, à nouveau, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver tout ça sur l'agenda de l'Ardépa. Et puis, pour rebondir sur quelques projets qu'on a vus ce soir présentés par les équipes, le vendredi 31 octobre, on va se rendre à Sucé-sur-Erdre pour une double visite de 2 projets de réhabilitation en tiers-lieu. Le quai des possibles, donc qui est la réhabilitation de la gare de Sucé-sur-Erdre qu'a présenté Socle tout à l'heure avec ces sujets de plancher Roussel et de ce contexte ferroviaire. Comment est-ce qu'on peut réhabiliter ce petit patrimoine? Et puis la rénovation du coup du petit commerce en centre-bourg pour les bureaux de Loom, espaces de coworking, d'exposition, etc. Il y aura également pendant cette visite l'agence LOS qui était mandataire du projet de la gare. Et puis donc ça sera l'exposition sera déjà finie à Nantes, mais on prolongera jusqu'à fin novembre ce cycle d'action autour des JAPL avec un circuit de visite en Vendée. Là, il reste encore plein de places, vous pouvez tous vous inscrire. Et donc là, on va croiser des réalisations à la fois faites par les JAPL de ce palmarès, donc notamment le projet de cette salle polyvalente réalisée à Saint-Révérend par l'atelier ISO, dans le parc du Moulin, qu'on voit ici. Et puis, comme c'était la seule équipe vendéenne à avoir aussi un peu la seule à avoir réalisé des choses en Vendée, on est allé fouiller dans nos archives et voir ce qu'avaient fait les précédents
lauréats. Et donc, on ira voir en début de journée le crématorium de Chaland, réalisé par Ronan Prino. Et puis, le midi, on ira dans le cœur de ville de Chaland, où le collectif Vous vient de livrer une halle, une sorte de halle de pause à l'emplacement de l'ancienne halle Le Marché. Et comme ce projet s'inscrit dans une requalification un peu plus globale du centre-ville de Chaland, porté par Atelier Georges, on invitera aussi la chargée de projet à venir nous raconter cette restructuration du tissu urbain. Voilà, Atelier Ronan Prino et le Colectivo étaient donc JAPL 2020. Si vous avez des questions sur la programmation, je peux aussi y répondre, mais sinon, c'est toute une bonne soirée.